Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 des expériences les plus choquantes menées sur des êtres humains sans leur consentement. Et ça a beau être le 3e épisode, de mon côté, je suis toujours aussi abasourdie de ce que peuvent faire les humains. Commençons par la première expérience. Petite question pour commencer. Selon vous, les enfants deviennent-ils violents parce qu'ils voient de la violence autour d'eux ou parce qu'ils sont nés comme ça, avec des gènes qui pourraient, par exemple, mener plus facilement à la violence? En tout cas, c'est exactement ce que s'est demandé Albert Bendoura, un psychologue canadien dans les années 60. Et pour y répondre, il a conçu une expérience simple, presque ludique. Enfin, en apparence. Bienvenue dans l'expérience de la poupée Bobo. On est en 1961 à l'université de Stanford. Bendoura et son équipe rassemblent 36 garçons et 36 filles âgés de 3 à 6 ans. Les 72 enfants vont être divisés en 3 groupes de 24. On va leur présenter un jouet un peu particulier, une grande poupée gonflable aux couleurs vives, avec d'ailleurs un sourire un peu flippant à mon goût. Elle s'appelle Bobo. Autant vous prévenir tout de suite, cette poupée, elle va passer un sale quart d'heure. Le protocole est divisé en plusieurs phases. Dans un premier temps, chaque enfant observe un adulte interagir avec la poupée. Sauf que selon le groupe, l'adulte adopte un comportement différent. Groupe 1, l'adulte agresse violemment Bobo. Il la frappe avec un marteau en plastique, la jette par terre, lui donne des coups de poing et l'insulte. Groupe 2, l'adulte joue calmement avec les autres jouets, sans aucune violence et laisse Bobo un peu de côté, sans y prêter trop attention. Groupe 3, aucun modèle n'est montré. Les enfants passent directement à la phase suivante. Et dans cette fameuse phase suivante, c'est là que tout se joue. On laisse les enfants un par un, seuls, dans une pièce remplie de jouets, dont la poupée Bobo. Et là, surprise ou pas, les enfants du premier groupe, ceux qui ont vu l'adulte frapper Bobo, imitent exactement les mêmes gestes. Ils la tapent, la jettent, la piétinent et utilisent les mêmes insultes que l'adulte. Certains innovent même, trouvant de nouvelles façons de l'agresser. A l'inverse, les enfants des deux autres groupes montrent beaucoup moins de comportements agressifs, voire aucun en fait. Conclusion de l'étude, les enfants apprennent par imitation. Pas besoin de subir de la violence pour la reproduire, il suffit de la voir. Et surtout, s'ils voient un adulte, une figure d'autorité, donc agir avec violence, ils intègrent l'idée que ce comportement est normal et acceptable. Et là, on commence à comprendre pourquoi cette étude a fait autant de bruit. Car au-delà de la poupée gonflable, c'est la société entière qui a été pointée du doigt. Les médias, les parents, les enseignants, les modèles culturels, etc. Si un enfant voit sans arrêt des scènes de violence à la télé, dans les jeux vidéo ou même à la maison, faut-il vraiment s'étonner qu'il reproduise ces mêmes comportements? L'expérience d'Albert va donc donner naissance à la théorie de l'apprentissage social, qui affirme que nous apprenons une grande partie, en tout cas, de nos comportements en observant les autres, surtout lorsqu'on les voit être récompensés ou en tout cas impunis pour ces comportements. Mais au-delà de cette théorie de l'apprentissage social, cette étude pose aussi une question troublante à beaucoup de monde à ce moment-là. Est-ce que l'innocence des enfants est vraiment si solide qu'on le pense? Ou est-ce qu'un simple modèle, même fictif, peut suffire à la fissurer? Aujourd'hui encore, l'expérience est souvent évoquée lorsqu'on débat de la responsabilité et des médias violents dans les comportements agressifs des jeunes. Mais une chose est sûre, grâce à Bobo, on a compris qu'un enfant n'est pas juste un midi-adulte comme certains le pensaient, c'est surtout une éponge sociale. Ce qu'on lui montre, il l'absorbe. Ce qu'on lui transmet, il le reproduit souvent. Expérience numéro 2, l'expérience de David Reimer. En 1965, au Canada, naît un petit garçon nommé Bruce Reimer. Enfin, en réalité, il naît 2 petits garçons, 2 jumeaux précisément. Tout semble normal jusqu'à ce qu'ils atteignent 7 mois et qu'un problème de santé pousse leurs parents à les amener, Brian, donc son jumeau, et lui, à l'hôpital. On va découvrir qu'ils ont un phimosis, un prépuce trop étroit en gros. La solution est donc simple, il va falloir les circoncire. À l'âge de 8 mois, ils vont donc emmener Bruce en premier à l'hôpital pour l'opération. Mais ce qui devait être une intervention de routine initialement vire au cauchemar. Les médecins vont décider de changer de la méthode classique et au lieu d'utiliser un couteau chirurgical, ils vont utiliser une aiguille électrochirurgicale connectée à une machine à cautériser, ce qui va tout simplement brûler le pénis de Bruce. La manière dont je le dis, on dirait peut-être que c'était le but de l'opération, mais non, l'opération a juste extrêmement mal tourné. C'est donc une tragédie
totale pour les parents qui vont, vous vous en doutez, refuser de faire opérer le frère jumeau qui d'ailleurs en guérira quelques temps plus tard sans le moindre traitement. Mais ça n'empêche que Bruce, lui, en attendant, il a toujours plus de pénis en fait. Mais par chance, un expert va leur proposer une solution. Cet expert, c'est John Money, psychologue et sexologue à la renommée montante. Il est l'un des fervents défenseurs d'une théorie. Le genre n'est pas inné, il est appris selon lui. En clair, on ne naît pas garçon ou fille, on le devient selon l'éducation qu'on reçoit. Et pour lui, l'accident de Bruce est une opportunité inespérée, la chance de prouver au monde sa théorie. Il propose donc aux parents un plan radical, élever Bruce comme une fille. Selon lui, s'il grandit dans un environnement 100% féminin, il développera naturellement une identité de fille. Et tout ça pour une bonne raison, on peut construire un vagin chirurgical fonctionnel et non pas reconstruire son pénis. Donc si les parents veulent qu'un jour Bruce se sente bien dans sa peau, puisse avoir des relations sexuelles, il suffit de le transformer en fille. En tout cas, ce sont les arguments qui vont être avancés pour tenter de convaincre les parents. Mais tout ça, c'est vraiment pour le bien de Bruce. C'est pas du tout parce que John, il veut absolument prouver sa théorie, non. Non. Les Reimer vont accepter, désespérés de donner à leur enfant une vie normale. Bruce deviendra donc Brenda. À 22 mois, il va donc subir une opération pour retirer ses testicules et commencer à vivre sous une nouvelle identité. Ses parents lui mettent des robes, lui donnent des poupées et évitent tout ce qui pourrait rappeler un comportement qui pourrait être assimilé à un garçon. De son côté, John suit de près l'évolution de Brenda, mais aussi de Brian, le frère jumeau, et demande à les recevoir chaque année dans son cabinet. D'ailleurs, tout au long de ces rendez-vous, John va écrire, les étudier et présenter cette expérience comme un succès absolu dans ses publications scientifiques. Sauf que la réalité est tout autre en vrai. Dès son plus jeune âge, Brenda rejette catégoriquement les stéréotypes féminins. Elle préfère jouer à la bagarre, refuse les robes et se fait harceler à l'école pour son comportement bizarre. Elle se sent mal dans son corps, sans savoir pourquoi. Pire encore, les séances de suivi avec John, oui je vais l'appeler tout le long John parce que pour moi c'est clairement pas un médecin, sont loin d'être bienveillantes. Il force en réalité les jumeaux à simuler des actes sexuels ensemble pour renforcer leur identité de genre. Oui, vous avez bien entendu. On est là sur des pratiques profondément traumatisantes qu'il justifie comme étant thérapeutiques. À l'âge de 13 ans, Brenda va passer par une phase de dépression suicidaire et déclarer à ses parents qu'elle se tuera si il l'oblige encore à voir John et va d'ailleurs refuser de continuer à prendre des hormones féminisantes. Ce qui va au final pousser ses parents à lui révéler enfin la vérité. À 14 ans, Brenda apprend donc qu'elle est née garçon. Et pour la première fois, tout fait sens pour elle. Elle décide alors de réaffirmer son identité masculine, prend le prénom de David, entame une transition dans l'autre sens et essaie tant bien que mal de reconstruire sa vie. Plus tard, il se mariera et adoptera même les enfants de sa femme, tentant de vivre une vie normale. Mais les cicatrices psychologiques sont profondes, trop profondes. Son frère jumeau, Brian, lui aussi, il est marqué par les expériences de John. Il souffre de graves troubles psychiatriques et va décéder d'une overdose d'antidépresseurs à 36 ans. 2 ans plus tard, David se suicidera d'un coup de fusil à donc 38 ans. Leurs parents vont déclarer plus tard que la thérapie imposée par John est clairement responsable de la mort de leurs 2 fils. Oui, tout ça à cause d'un seul et même médecin. Expérience numéro 3, l'opération Drop Kick. Imaginez-vous en train de marcher dans votre ville sous un beau soleil d'été sans savoir que dans le ciel, l'armée est en train de relâcher des nuées de moustiques au-dessus de votre tête. Pas pour lutter contre un virus, pas pour un test médical, mais pour préparer une guerre biologique. Bienvenue dans l'opération Dropkick. En 1956, en pleine guerre froide, les États-Unis décident que les armes classiques, c'est bien sympa, mais il y a beaucoup d'autres moyens de faire du mal. Le principe est simple, on balance des moustiques non infectés dans des zones urbaines pour voir si c'est une bonne arme biologique. L'opération se déroule principalement en Géorgie, notamment à Savannah et en Floride. Les militaires vont donc relâcher des centaines de milliers de moustiques et observent tranquillement combien de gens se font piquer, en combien de temps, etc. L'espèce de moustique principalement utilisée était l'espèce, vous mettrez son nom ici parce que
Je sais absolument pas comment ça se prononce, je vais pas vous le cacher. En gros, c'est le moustique capable de transmettre la fièvre jaune, la dengue et d'autres maladies graves. Évidemment, officiellement, les moustiques libérés ne sont pas infectés, mais ça n'empêche que certaines personnes ont développé des réactions allergiques sérieuses, d'autres ont signalé malgré tout des symptômes de malaise, etc. En sachant que Dropkick n'est en réalité qu'une petite partie, on va dire un avant-goût d'un programme bien plus large appelé Projet 112, où les États-Unis testaient en douce toutes sortes d'armes biologiques et chimiques. À l'époque, personne n'a été prévenu, personne n'a donné son accord, les civils, les enfants, les personnes âgées, tout le monde servait de cobaye. Et il a fallu attendre les années 1970 pour que ces projets commencent à être révélés au grand public. Enfin révélés, disons plus ou moins avoués du bout des lèvres, si vous voyez ce que je veux dire, lors de l'audition au congrès sur les expérimentations secrètes de l'armée. Et comme souvent dans ce genre d'histoire, zéro poursuite judiciaire, zéro réparation pour les victimes, on a préféré mettre ça sur le compte de l'intérêt national. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pour protéger la population, quoi. Quatrième expérience, l'expérience d'Henry Murray à Harvard. De 1959 à 1962, un projet de recherche psychologique est lancé dans les prestigieuses salles de l'université d'Harvard. À sa tête, le professeur Henry Murray, une figure respectée dans le milieu. Son objectif officiel, étudier la manière dont les individus réagissent au stress psychologique extrême, à la confrontation verbale et à la critique intense. Mais derrière ce langage poli se cache une expérience relativement brutale qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de torture mentale. Et parmi les cobayes se trouve un certain Theodore Kaczynski, futur Unabomber. Oui, ce Unabomber, le terroriste américain. Le plan, briser psychologiquement des étudiants brillants. L'expérience commence par une promesse flatteuse. Des étudiants surdoués sont invités à participer à un programme de recherche sur le développement de la personnalité et des compétences en argumentation. Ils sont jeunes, brillants et pleins d'ambition. Des profils typiques de Harvard concrètement. Et surtout, ils ne se doutent pas une seconde de ce qu'on va leur faire subir. Les étudiants doivent d'abord rédiger un exposé complet sur leurs convictions profondes. Éthique, politique, philosophie de vie, etc. En gros, un document très personnel. Puis, on va leur annoncer qu'ils vont devoir le défendre face à un interlocuteur critique. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette critique a été soigneusement préparée pour démolir leurs idées. On les place seuls dans une pièce face à un miroir sans teint, sous les lumières, les caméras et un interlocuteur chargé de les humilier, les rabaisser et les provoquer sur leurs valeurs les plus fondamentales. Des attaques violentes, répétées et filmées. L'objectif réel de Murray, observer comment ces jeunes esprits brillants résistent à une attaque psychologique systématique. Les séances sont violentes. Certains étudiants sortent en larmes, d'autres tremblent, certains sombrent dans un mutisme total. Tout est filmé et tout cela sans leur avoir clairement expliqué le vrai but de l'expérience. C'est du stress psychologique à l'état pur, déguisé en exercice rhétorique. Pas d'encadrement, pas de suivi thérapeutique, juste derrière un petit « merci pour votre participation ». Et c'est tout. Et Ted Kaczynski dans tout ça, parmi les 22 participants, Theodore Kaczynski, un mathématicien de génie entré à Harvard à seulement 16 ans. Il participe pendant plus de 200 heures à cette expérience. Il est soumis à ses humiliations, ses manipulations mentales. Et même si on ne peut pas dire que l'expérience a créé le Unabomber, beaucoup de chercheurs estiment qu'aujourd'hui, elle a joué un rôle clé dans la détérioration de sa santé mentale. Des années plus tard, Kaczynski deviendra l'auteur d'une campagne de terreur qui durera 2 décennies, envoyant des colis piégés à des scientifiques, des professeurs, des chercheurs, bref un détail troublant quand on sait qu'il a été manipulé psychologiquement au nom de la science. Une expérience toujours floue et qui ne sera jamais condamnée. Henry Murray n'a jamais été inquiété pour cette expérience. Pire encore, selon certaines sources, elle aurait été financée par la CIA dans le cadre du programme MKUltra, un projet secret visant à tester les effets de la manipulation mentale et du contrôle psychologique. Encore une fois, des êtres humains utilisés comme cobayes, sans leur consentement éclairé, au nom d'un objectif soi-disant scientifique. Et même aujourd'hui, l'université d'Harvard n'a jamais vraiment reconnu sa responsabilité dans l'affaire. L'histoire est d'ailleurs restée longtemps sous silence, planquée dans les archives comme un souvenir qu'on préférerait oublier. L'expérience numéro 5, l'expérience de Loretta Bender.
Dans les années 1940, aux États-Unis, Loretta Bender, neuropsychiatre pour enfants, va mener des expériences controversées sur des enfants atteints de troubles mentaux. Et attention, quand je dis controversé, c'est pas léger, hein. C'est-à-dire que je parle d'électrochocs sur des enfants de 3 à 12 ans. Loretta Bender est une pionnière dans le domaine de la psychiatrie infantile. À l'époque, elle est considérée comme la sommité dans ce domaine-là. Elle travaille à l'hôpital Bellevue de New York et croit dur comme fer que certaines pathologies, notamment la schizophrénie infantile, peuvent être traitées par thérapie de choc, littéralement choc électrique. Et c'est là que les choses dérapent. Entre les années 1940 et 1950, Loretta Bender administre des électrochocs à plus de 100 enfants. Des enfants souvent placés là-bas par les services sociaux ou abandonnés par leur famille. Autrement dit, des enfants plus vulnérables sans personne pour les défendre. Elle utilise l'électroconvulsivothérapie, une technique déjà utilisée chez les adultes à l'époque, mais jamais validée scientifiquement chez les enfants. Les enfants reçoivent des décharges électriques au niveau du cerveau, au niveau de la tête, certains à raison de plusieurs séances par semaine. Et même si les doses sont censées être adaptées, les témoignages parlent de convulsions violentes, de traumatismes, d'enfants qui hurlent et qui pleurent, qui ne comprennent vraiment pas ce qui leur arrive. Et quand on lui demande si ces enfants souffrent, Loretta Bender répond « Les enfants ne ressentent pas la douleur comme les adultes, ils s'habitueront vite ». Oui, elle a vraiment dit ça. Et ça ne s'arrête pas là. Plus tard, quand l'efficacité des électrochocs commence à être remise en question, Bender passe à une nouvelle forme de traitement. L'administration d'antipsychotiques lourds, notamment la thorazine, un neuroleptique extrêmement puissant. Encore une fois, sans suivi à long terme, sans consentement éclairé et sans réelle preuve d'efficacité. Beaucoup de ces enfants sortiront avec des séquelles neurologiques, comportementales et émotionnelles irréversibles. Certains seront institutionnalisés à vie, d'autres développeront des troubles encore plus graves que ceux pour lesquels ils avaient été internés. Mais pourquoi ça a été autorisé du coup, vous devez vous dire? À l'époque, la psychiatrie est un terrain d'expérimentation, surtout quand il s'agit d'enfants pauvres, noirs, avec des troubles mentaux ou abandonnés. Et Loretta Bender, c'est une figure d'autorité à cette époque-là. Elle publie, elle donne des conférences, elle est respectée par ses pairs. Résultat, personne ne remet vraiment en question ses méthodes. Et ceux qui le font sont vite mis de côté sous prétexte qu'ils nient les avancées de la science. Ce n'est que des décennies plus tard que ces pratiques seront sérieusement critiquée. Aujourd'hui, elle reste un sujet de débat. Pour certains, c'était une pionnière, incomprise tout simplement. Pour d'autres, une femme de science qui a franchi les limites de l'éthique au nom du progrès, comme beaucoup dans ses expériences. Voilà, écoutez, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, vous le savez, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient énormément la chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font, comme d'habitude. Je vous récupère en attendant pour vous dire au revoir. Eh bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit, j'allais vous dire à vendredi prochain, non, pas à vendredi prochain. En ce moment, je teste des créneaux, oui, je vous parle comme ça, du coup, on est très proches, mais c'est pas grave. En ce moment, je teste des créneaux un peu différents, donc si vous avez une préférence, samedi matin, dimanche matin, vendredi soir, au final, est-ce que vous préférez le créneau initial? Ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire et quoi qu'il arrive, écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Gros bisous!